J'appelle aussi Félix Koudelka, qui est porteur du projet Health Credit. Il est où Félix Koudelka? Bonjour Félix Koudelka. Maître Renaud Delevier, avocat spécialisé dans le droit de la santé, et Madame Pascale Sauvage, vous êtes directrice adjointe de l'AMS, c'est l'agence du numérique en santé en charge du plan Ma Santé 2020. Voilà, tout mon petit monde est là. On a fait les présentations. Alors donc, sur cette table ronde, on va parler bien évidemment des données de santé levées pour la recherche et l'innovation, mais comme ça ne vous a pas échappé, on n'a pas beaucoup de chercheurs, on a plutôt du droit. Alors on va quand même essayer de parler des deux domaines. On va parler des problèmes juridiques, mais on va parler aussi de ce que ces données peuvent nous apporter pour la recherche et l'innovation. Mais en premier, j'ai envie de vous passer la parole. J'ai envie de passer la parole à Maître Renaud Delevier, l'avocat, qui va dresser le cadre juridique au niveau des données de santé. Donc aujourd'hui, les données de santé, où on en est, vous allez nous dire quelle est la situation. Et moi, pour introduire le débat, j'avais envie de vous dire que moi, mon impression, c'est qu'au niveau des données de santé, on est un peu dans le Far West, encore aujourd'hui, et j'avais envie de vous faire un parallèle pour qu'on pose les choses avec le Far West, justement, et avec l'industrie minière. Alors, l'industrie minière, si on fait un parallèle avec les données de santé, en fait, en premier, dans l'industrie minière, à un moment, on se dit, qu'est-ce qu'il est utile de chercher? Quel est le minerai qui va nous intéresser? À un moment, on a cherché du charbon, puis après, on cherche le nom m'échappe, le truc là pour les piles, le lithium, voilà. Donc il y a des moments où on se dit, tiens, il est utile de chercher telle ou telle chose. Si on fait un parallèle avec la médecine, nous, on va appeler ça un cas d'usage. Qu'est-ce qu'il est utile de chercher à un moment? Et donc, quand on a défini ce qu'il était utile de chercher, on va mandater en industrie minière un géologue en disant on aimerait bien chercher ça, mais où ça se trouve? Et donc le gars il va commencer à nous dire il y a des gisements possibles à tel et tel endroit. En médecine, ça va être un chercheur qui se met par rapport au use case à chercher ce qu'on pourrait bien imaginer trouver avec ces données-là. Les gisements, après une fois qu'on a identifié les choses, on va identifier des gisements qui sont rentables. On a bien repéré plusieurs endroits où on pouvait trouver notre minerai, mais quel va être le meilleur, quel va être le plus rentable. Et les gisements en données de santé, c'est nous tous. Voilà. Donc nous tous, nous sommes porteurs de données de santé. Et donc le gisement aujourd'hui, c'est nous tous. Après vient le temps de l'extraction. Comment on va extraire ce minerai, avec quels outils, qui va l'extraire, voilà. Et donc l'extraction, aujourd'hui, ça va être des examens qui peuvent être réalisés dans un hôpital, qui peuvent être réalisés chez un radiologue, et qui pourront de plus en plus être réalisés sans même qu'on s'en aperçoive avec l'Internet des objets, avec vous savez, tous ces petits objets connectés qui vont fournir des milliards de données sur nous et qui renseignent des bases de données sans même qu'on y prête attention. Ces gisements et ces données dans l'industrie minière, c'est aussi des concessions, elles appartiennent à des gens. Aujourd'hui, c'est un peu flou dans le domaine de la médecine. Et puis ce minerai, derrière, il va être enrichi. En général, on ne vend pas des minerais bruts, il va être enrichi, on va en faire quelque chose. L'enrichissement, si on fait un parallèle avec la médecine, c'est toute la validation des données. Vous avez par exemple des résultats d'IRM, vous pouvez avoir des millions de résultats d'IRM, s'ils n'ont pas été validés, et si le diagnostic n'est pas validé par des médecins et enrichi par des data scientists qui vont structurer, valider les données, ça ne vaut pas grand-chose. Donc ce minerai, il doit être enrichi. Après, il doit être acheminé.
Alors aujourd'hui, l'acheminement, ça va être la 5G, c'est les clouds, c'est tout ça l'acheminement des données. Et à la fin, et ça va être l'objet de la pomme de discorde, c'est qu'il va y avoir des débouchés commerciaux. Alors on comprend bien quand on s'est embêté à trouver un gisement de lithium et qu'on l'a enrichi et tout ça, qu'il va falloir le vendre derrière et qu'on va faire de l'argent là-dessus. Mais dans l'industrie minière, tout a été codifié et à chacun des échelons, les gens ont des droits de propriété, ont une rémunération, alors que nous, quand on va trouver quelque chose de fantastique grâce à ces milliards de données qu'on a récoltées, se posera le problème de qui touche quoi, à qui sont les données, et tout ça c'est encore un peu flou. Enfin, du moins c'est mon analyse, mais maintenant, maître, vous allez me dire si je me suis trompé complètement, totalement, un peu, tout entre les deux. Bonjour à toutes et à tous. Vous avez, je vais repartir de votre exemple, le minerai dont on parle aujourd'hui, ce sont les données patients. C'est les patients et ce sont plus ces données de santé. Sans faire une définition académique des données de santé, ce sont toutes les données personnelles qui touchent à son état de santé à un moment donné. Ces données, c'est le grand paradoxe, on va dire, entre le parcours de soins, la protection de sa préservation et la protection de sa santé, et l'exploitation de ces données par, je ne vais pas forcément tout de suite parler des GAFA, mais en tout cas par les entreprises, qu'elles soient nationales ou étrangères, qui puissent retirer un bénéfice, un avantage et donc des bénéfices de l'exploitation de ces données. Donc tout est là. On parle le fil rouge, le minerai, c'est le patient lui-même. Et à côté de ça, on fait face à des écueils, l'exploitation commerciale, la recherche, qui n'est pas un écueil, le jeu moderne, mais qui n'est pas un écueil. Il faut quand même encadrer l'utilisation des données aux fins de recherche. Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, c'est pas le lieu, mais le but c'est de soulever certaines choses et de donner certains jalons juridiques aujourd'hui aux pratiques, au cadre qui existe, qui est largement perfectible, et en tout cas aux données qu'on peut exploiter aujourd'hui sur tout ce qui touche le consentement, la délivrance de l'information, tout ce qui touche au sens large, au secret médical. Le consentement et le secret médical, ce sont vraiment les deux points sur lesquels, en tout cas, je vais peut-être fonctionner la table ronde cet après-midi. C'est fondamental. Aujourd'hui, pour répondre à votre question initiale, quel est l'état du droit en matière de recherche? On regarde, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde simplement l'exploitation des données. Il faut qu'on ait une donnée fiabilisée, personnalisée. Il y a tout un cadre juridique qui pose les jalons sur l'existence même de ces données. On la bascule ensuite ces données dans la recherche. C'est, comment dire, la recherche doit tendre uniquement au-delà de la préservation de l'intérêt du patient individuel, la recherche de l'intérêt collectif. On ne peut pas faire de la recherche, je m'éloigne un petit peu du juridique, avec un bénéfice collectif si on n'a pas pris en compte des données fiables, si on n'a pas pris en compte des données avec un recueil initial du consentement. Il faut, je reviens au patient, à l'individu, que vous ayez, vous et moi, tous les citoyens, consenti à l'exploitation de votre donnée. Sans ce consentement tracé, je vais y revenir tout à l'heure sur la traçabilité, votre donnée ne vaut rien puisque vous n'avez pas donné votre accord. Dites-vous que vous et moi, la matière grise, la matière première, pour revenir à l'exemple du Far West, la matière première, c'est notre santé. Notre santé, elle est commercialisable aujourd'hui, donc il faut la protéger. Je vais revenir vraiment dans du concret maintenant. Quand on exploite vos données de santé, c'est dans des buts, comment dire, dans des buts d'amélioration du système et du parcours de soins au sens large. Il ne faut pas perdre de santé, j'insiste vraiment là-dessus, il ne faut pas perdre de vue, que c'est la donnée de santé à la base qu'il faut protéger. C'est bien entendu l'utilisation qu'on en fait au travers de la recherche, au travers du recueil du consentement, au travers de l'exploitation de données numériques au sens large, mais avant tout, j'insiste vraiment, on est au stade de l'individu. C'est pour ça que c'est l'individu qui pose le jalon, c'est pas le mineur, mais c'est le matériau, le minerai, qui fait tout, pour l'exemple de la mine, qui passe du berceau à la tombe. Si vous bordez mal la donnée de santé à la base, si vous, dans votre vie quotidienne, en tant que patient, votre donnée n'est pas sécurisée, n'est pas bordée, on ne peut rien faire derrière. On ne peut pas faire de la recherche, vous l'avez évoqué, parce que ce n'est pas bordé. On ne peut pas poser de diagnostic utile si ce n'est pas vérifié. On parlera peut-être tout à l'heure
des diagnostics faits par l'intelligence artificielle, si initialement le patient n'a pas donné son accord et n'est pas certain que sa donnée va être utilisée, sa propre donnée de santé va être utilisée dans un cadre un cadre légal bien strict, il ne va pas le faire. D'où l'importance de l'information préalable dont on parlait tout à l'heure. Et de la traçabilité de cette information. On va en parler tout de suite. Là, c'est vraiment l'avocat qui parle. Si ce n'est pas traçable, si votre consentement n'est pas tracé, que vous soyez en établissement de santé, public comme privé, en maison de santé, en cabinet libéral, si vous n'arrivez pas à prouver, vous, professionnels de santé, que vous avez recueilli le consentement éclairé de votre patient, le patient peut dire ce qu'il veut. Si vous n'arrivez pas prouvé que vous l'avez délivré, le patient peut dire je n'ai jamais reçu l'information ou la bonne information. En clair, la petite affichette dans la salle d'attente, ça ne vaut rien. Non, ça ne suffit pas, c'est un indice. On marche par faisceau d'indices, ça ne suffit pas. C'est comme le dépliant, le triptyque qu'on vous donne avant une opération chirurgicale. Personne ne va le lire, enfin, sauf si vous avez le temps. Mais si vous le lisez, c'est très bien, mais ce n'est pas parce qu'on vous donne cette affichette que vous avez consenti en toute connaissance de cause à l'acte chirurgical qui va suivre. Il faut vraiment, le recueil du consentement, c'est fondamental, et la traçabilité de ce recueil du consentement. Maintenant, avec les dossiers numériques, on peut simplement, une infirmière médecin qui est là avec une tablette, et qui clique en bas à droite, le patient a donné son consentement. Malgré tout, ça a autant de valeur juridique, mais c'est une valeur juridique pour moi supérieure à la fichette dans la salle d'attente. Parce que c'est quelque chose qui est est-ce que ça a quand même une valeur juridique? Parce qu'on peut dire, c'est pas moi qui ai coché, j'ai pas compris. Entre la voix du patient... C'est pas consentement éclairé quand même. Une infirmière qui coche la case à votre place, c'est pas un consentement éclairé. Admettons qu'il y ait une expertise médicale, l'expert va regarder avant tout le judiciaire ou non judiciaire, extrajudiciaire. Le consentement a-t-il été délivré? Oui, c'est signé. Il y a une petite griffouille en bas d'un document photocopié 550 fois derrière à l'hôpital. Donc on ne lit quasiment plus rien, mais il a signé. Et en plus, dans le dossier médical informatisé, la case est cochée. Donc il y a un faisceau d'indices concordants qui indique que le patient a bien reçu l'information. Ça ne veut pas dire qu'il ait compris cette information. Ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Alors, docteur David Darmon, vous, Primège, la plateforme régionale d'information en médecine générale, quand vous entendez ça, vous dites je suis dans les clous, ou alors vous dites il y a quand même des choses à faire? Merci pour cette excellente question. Je pense qu'il faut remettre les choses aussi en perspective. La question du consentement, du recueil d'informations se pose maintenant à l'aune du numérique, mais de tout temps, les médecins généralistes ont tenu au moins des dossiers médicaux où ils écrivaient des informations sur leurs patients de façon nominative. En termes de protection des données, il n'y a jamais eu quoi que ce soit qui leur a été demandé pour sécuriser leur cabinet. Demain, c'est pas la première fois qu'un cabinet, par exemple, est fracturé et dans lequel on peut accéder à ces données-là. Donc le numérique met juste un peu en exergue, de mon point de vue, je ne suis pas juriste, des problématiques qui pouvaient exister auparavant. Alors, à la différence près que quand on parle du big data, on parle d'intelligence artificielle et on parle potentiellement de trouvailles disruptives qui peuvent valoir des millions ou des milliards, et donc voilà, on sort du cabinet du médecin qui a été fracturé, donc plus sur la même échelle. Il est tout à fait juste de penser cela. Ceci dit, la problématique, vous avez peut-être déjà entendu ça, dépasse en fait la problématique de santé. Est-ce que quand vous mettez des informations sur Facebook ou Apple, vous signez des choses en pagaille, personne ne comprend forcément, et au final, il y a bien une monétisation de ce que vous êtes. Bien sûr. Au-delà de vos problèmes de santé, ou en tout cas des éléments de santé vous concernant, de tout votre comportement. Et il y a des collectifs qui sont en train de se monter justement pour réclamer un dû par rapport à tout ce qui est produit en termes d'outils et du coup qui donne lieu à des rémunérations et voire à des créations d'entreprises cotées en bourse pour récupérer de l'argent au niveau individuel. Alors si je dois me remettre au niveau... Est-ce que ça va arriver en santé, ça? Est-ce que vous craignez ça par exemple avec... Moi je ne le crains pas. Alors après, vous posez la question pas à l'institutionnel mais à la personne, moi je n'ai aucun problème avec ça. Alors, si on doit parler de Primège, la philosophie du projet que l'on a qui est de recueillir des informations anonymes, parce que ça c'est peut-être un élément à rajouter au niveau légal, on n'a pas parlé, c'est que même si vous faites tourner des algorithmes, vous n'avez pas forcément besoin de connaître l'identité.
Le problème, c'est peut-être une notion qu'il faut introduire à cette heure-là du débat, c'est comment les données sont anonymisées. Qu'est-ce qu'on estime être de l'anonymisation? On parle bien souvent de pseudonymisation parce que quand on croise des données concernant le même individu qui sont d'origine différente, mais qu'on arrive quand même à les coupler, ben, c'est assez facile des fois de trouver quelle est la personne. Donc Et est-ce que pour autant, quand elles sont anonymisées, est-ce que ça veut dire qu'elles ne nous appartiennent plus? Pas forcément. Non, je sais pas. Okay. Elles peuvent être exploitées. Dans le micro. C'est pas une question de nous appartenir ou pas, elles peuvent être exploitées, c'est le but recherché. Une fois qu'elles sont anonymisées, avec toutes les précautions que vous avez rappelées, elles peuvent être exploitées. Je reformule autrement. Est-ce qu'une fois qu'elles sont anonymisées, je n'ai plus aucun droit, moi, sur ces données? Vous les avez cédées. Pour moi, vous les avez cédées. Donc il y a eu un droit avant qui a été cédé. Voilà. Et un droit, voilà. La question, c'est on sait que pour l'instant, on sait de consommer le droit sans le savoir, et gratuitement. Voilà. Alors, je pense qu'on est au milieu du gué, de mon point de vue. Hein. Je pense qu'il y a des zones d'ombre à lever. Si on parle par exemple de recherche, la recherche rétrospective sur des registres de dossiers médicaux au sein des hôpitaux, à l'heure où même les patients n'ont pas forcément signé des consentements pour pouvoir participer à des études, de façon rétrospective, il n'y a jamais eu d'obstacle, même au niveau de la CNIL, quand on constitue les bases de données, il n'y a jamais personne qui a demandé d'avoir le consentement explicite signé du patient pour mener ces études-là. Quand on est dans le cadre de la recherche et développement sur des données qui restent quand même anonymes, parce que c'est un élément à prendre en compte, je pense, enfin, de mon point de vue, que c'est exploitable. Maintenant, encore une fois, je ne suis pas juriste, je pense que les choses ne sont pas forcément complètement établies. C'est sûr que maintenant, parce que peut-être que les choses sont plus facilitées et qu'on envisage d'autres exploitations des données, on est en droit peut-être de demander de façon très explicite l'accord du patient pour participer à l'utilisation des données, mais il faut avoir aussi une logistique derrière qui est que le patient peut-être ne va pas refuser toutes les études en bloc, peut-être pas refuser de contribuer à toutes les études qui peuvent contribuer à l'avancée de la médecine, et ça peut être au coup par coup. Alors, ce qu'on a décidé de mettre en place, par exemple pour le projet Prunège, c'est qu'il y a un droit de retrait en fonction de l'utilisation qu'on va faire des données. Avec un site où en fait les patients sont informés effectivement par une fichier en salle d'attente, et derrière avec un site où ils peuvent accéder et dire bah non, pour cette étude-là, moi je ne veux pas participer, même de façon anonyme. Voilà ce qui est prévu. Mais je vais juste rajouter un élément quand même. On peut envisager tout ce qui est exploitation commerciale avec un droit au financement individuel pour contribution générale. Ok. Mais il y a aussi, si demain on vous dit on prend vos données pour vous préserver du cancer l'année prochaine, vous pouvez aussi vous poser la question de savoir si vraiment vous voulez avoir une rémunération ou rien du tout, contre le fait qu'on vous sauve. Le patron de Microsoft, il n'y a pas très longtemps, a fait une très très belle sortie où il a dit qu'à cause du RGPD et de toutes les réglementations qui étaient mises en place, et ben en gros il y avait 100 000 décès probablement qui étaient survenus l'année dernière parce qu'on n'arrivait pas à accéder à ces données. C'est de la provocation. Mais n'empêche que on a le droit de se demander si juste par conviction personnelle, ou choix, on peut refuser de mettre à disposition nos données de santé alors qu'elles ont été générées dans un cadre assurantiel et collectif pour améliorer le système de santé. Avec la certitude dans ce cas qu'elles ne soient pas revendues ou cédées, voilà, c'est ça la crainte, je pense. Donc ça c'est un choix, hein. C'est des choix politiques, c'est des choix sociaux qui doivent être arbitrés par le législateur, hein, c'est ça? Je pense que même au niveau individuel, on peut se positionner. Est-ce que quand on accepte de rentrer dans le système assurantiel français qu'en contrepartie, on demande à ce qu'on puisse utiliser nos données pour améliorer le système, bah, c'est une condition qu'il faut y rentrer ou pas, au même titre qu'on paye nos cotisations sociales. Voilà, c'est une vraie question. Il y a un choix de société, c'est effectivement politique, mais faut-il qu'il y ait des gens qui portent cette idée-là derrière. Bien sûr. Alors, on est là pour en parler un petit peu. Pascal Sauvage, vous êtes en charge du plan Ma Santé 2022. Ouais, on va pas tout ça. Et
dont la 5e mission, si j'ai bien noté, est soutenir l'innovation et favoriser l'engagement des acteurs. Alors justement aussi à travers les données à partager, la structuration des données, tout ça. Oui, variation sur le même thème. Alors, ce que vous venez de citer, c'est la 5e orientation de la feuille de route de numérique en santé, qu'on a publiée en avril dernier, donc sous l'égide des délégués du numérique en santé, Dominique Pont et Laura Letourneau, et dont on vient de produire d'ailleurs un premier bilan d'avancement qu'on trouverait sur Twitter ou Santé. Alors, le même thème, c'est effectivement, si on veut à grande échelle des données utilisables pour la recherche, pour l'innovation, il faut à la base avoir de la donnée fiable, et donc avec une casquette numérique, et ça veut dire une donnée fiable, donc bien sûr le consentement et tout ça, il y a aussi le fait qu'il faut que la donnée elle puisse être interprétable par l'ensemble des logiciels, par l'ensemble des systèmes qu'utilisent les professionnels de santé. Donc une donnée interprétable, ça veut dire pour beaucoup une donnée structurée. La structuration des données, ça résume pas tout. Il y a d'autres dimensions quand on parle d'intelligence artificielle, là c'est quand même fondamental. Et donc c'est ce à quoi on travaille via des travaux sur l'interopérabilité. Donc l'interopérabilité, c'est un mot qu'on entend souvent, elle a plusieurs dimensions. Il y a une couche technique qui permet au logiciel d'échanger entre des données, et puis après il y a la couche métier, où pathologie par pathologie, on va travailler à comment on structure les données, quelles sont les données utiles. Je m'arrête là, même si on pourrait beaucoup développer. Alors, une fois qu'on a la donnée, qu'on s'attelle, et ça fait 10 ans qu'on travaille, on a fêté en 2019 les 10 ans du cadre d'interopérabilité, la route est loin d'être terminée, mais ça ne commence pas aujourd'hui non plus. Une fois qu'on a dit ça, il faut avoir des données à grande échelle. À grande échelle, ça veut dire qu'il faut qu'on mette en place toutes les conditions pour développer l'échange et le partage de données. Alors là, depuis ce matin, j'entends beaucoup dire c'est le Far West, ça va dans tous les sens. Alors, on fait quand même des efforts pour que ce soit pas. Je sens que je vais me faire disputer. J'ai dit c'est le Far West. Là, je vais en prendre pour mon grade. Voilà, non, mais il n'y a pas que vous, j'entends ça tout ça. Il y a donc cette fameuse feuille de route du numérique en santé. Elle essaye de poser une vision globale, une vision cohérente, une vision partagée pour dire, justement, si on veut des données de qualité, favoriser les usages du numérique en santé, dont on voit bien tout le champ des possibles, bon, comment on réunit l'ensemble des conditions? Donc, il y a une orientation relative à la gouvernance, c'est comme ça qu'on est devenu agence du numérique en santé. Il y a ensuite des principes fondamentaux qui doivent être respectés par l'ensemble des systèmes, donc notamment l'interopérabilité, la sécurité et la consentement, ça possède des exigences de sécurité, mais après il y a tout ce qui relève de l'hébergement des données de santé, etc., de la cybersurveillance. Ensuite, il y a le fait aussi de pouvoir s'appuyer sur des services socles communs. Et donc, par ces services socles communs, on entend notamment la brique de partage qui est BNP, donc en effet a été conçue il y a plus de 10 ans, mais qui commence à être déployée à grande échelle par l'assurance maladie. On est quand même à peu près à 8,5 millions d'MP. Alors c'est pas encore la cible, mais c'est mieux que ça a été. Donc là maintenant, la courbe de déploiement s'accélère énormément. On a une brique d'échange que sont les messageries sécurisées de santé. Là aussi, la messagerie sécurisée de santé, c'est pas un système unique, hein. C'est l'idée que l'ensemble des fournisseurs de messagerie respectent les mêmes exigences pour justement permettre à tous les bénéficiaires d'une adresse MS Santé d'échanger entre eux, quel que soit leur fournisseur. Et AppyCrypt a vocation à rejoindre l'espace de confiance MS Santé. Donc il y a une vision commune, une vision globale, une cible qui est posée, il y a des principes communs qui doivent être respectés par l'ensemble des collègues, pour qu'ensuite on puisse développer sur ces principes communs tout un ensemble de services. Sur le concept de plateforme, je ne vais peut-être pas prendre la parole là, mais je pourrais revenir ensuite sur justement ce qu'on entend par ce concept de plateforme qui, s'appuyant sur ces principes communs, vont permettre à l'ensemble des offreurs de services, quelles que soient les initiatives publiques et privées, d'apporter des services au plus près des besoins des patients, des professionnels de santé et de l'ensemble de ceux qui utilisent les données de santé. Félix Koudelka, vous exploitez les données de la base Primage. Alors ces principes qui viennent d'être rappelés, vous les ressentez, vous les suivez, c'est du chinois, c'est aux étrangers? Non, tout à fait. Et je pense qu'il y a une vraie question qui est celle de la vision et de ce qu'on va en faire.
Et cette vision, elle peut différer justement de ce que les anglo-saxons voient au niveau de la santé, et je parle pas des Chinois. Et justement, je vais dire 2 mots justement sur le business model qu'on peut en tirer, et nous, quel est notre parti pris à ce sujet-là. Avant toute chose, pour désacraliser un peu l'intelligence artificielle et ce qu'on peut en faire sur la santé, c'est que aujourd'hui on parle beaucoup d'IA, il y a 3 ans on parlait beaucoup de Big Data, bon, les deux sont liés en fait, l'intelligence artificielle, il n'y a rien de magique, il y a simplement des outils mathématiques aujourd'hui évoluent avec une forte puissance de calcul qui permettent à partir d'énormes volumes de données de trouver des corrélations. Voilà. Et c'est d'autant plus parlant et d'autant plus pertinent dans le domaine de la santé. Donc par exemple tout le monde peut avoir le cas par exemple sur la recherche du cancer et des causes, des signaux faibles du cancer. Voilà. C'est ça les perspectives qui s'ouvrent aujourd'hui concrètement, et c'est maintenant que ça commence en matière d'intelligence artificielle appliquée à la santé. 2 mots sur Espredict. Puisqu'on en a à faire un petit point sémantique sur alors IA, Big Data, on complète avec Machine Learning, Deep Learning, voilà, ça. Comme ça on aura balayé tout le vocabulaire. Donc aujourd'hui, on entend beaucoup parler, dans le grand public, quand on parle d'intelligence artificielle et santé, on parle beaucoup d'imagerie en fait. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des algorithmes qui sont capables de faire plus ou moins d'une manière similaire un diagnostic sur de la radiologie, sur de la dermato, etc. Et ces technologies sont du deep learning au niveau de la recherche d'image. Ça veut dire qu'on apprend à la machine à reconnaître la tumeur après avoir un apprentissage gigantesque. Bon, nous, sur le projet Espredict, on travaille sur du sémantique, ça veut dire qu'on travaille sur du texte, et on travaille sur la base de données Primage. Notre objectif avec David, c'était quoi? C'était de se dire comment fournir aux médecins généralistes un outil, pas de diagnostic, mais d'aide au diagnostic. Et ça, c'est très important aussi. C'est-à-dire qu'on voit, nous, on aide le médecin généraliste à élaborer son plan de soins. Voilà, c'est ça la logique. C'est que le médecin généraliste, il est au centre du système de soins, comme vous le savez. Contrairement au spécialiste, il n'a pas de protocole spécifique. Donc ça veut dire qu'il peut croiser toutes les pathologies à tout moment. Et l'intérêt de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire dans une base de données, il y a des outils qui vont pouvoir donner des leviers d'action pour le médecin généraliste qui vont l'aider à faire un diagnostic final. Donc on reste toujours dans cette logique d'aide de diagnostic. Voilà, ça c'était pour un peu contextualiser ce qui est fait aujourd'hui, mais je reviens un peu sur la problématique qui est importante, de se dire comment on tire du profit, comment on fait des données. David a parlé aussi, mais ok, est-ce que les gens, si demain ils sont guéris, quoi, on leur décèle grâce à ces outils un cancer d'une manière, voilà, si on leur décèle anticiper un cancer, est-ce qu'ils ont besoin de se rémunérer pour ça? Voilà, c'est des vraies questions qui se posent aujourd'hui, notamment sur la revente des données. Nous, notre parti pris aujourd'hui, c'est de se dire qu'il y a déjà beaucoup d'argent, parce que on est industriel, à gagner sur les économies à faire au système. Et c'est sur cette logique-là qu'il faut partir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on travaille spécifiquement ce qu'on a commencé. On veut travailler à terme sur la prédiction du cancer, donc croiser un maximum de données, ça veut dire la base de données généraliste, mais aussi travailler avec d'autres sets de spécialistes, etc., pour complémenter les données, hein, de données environnementales, parce que bon, vous imaginez les chantiers gigantesques. Mais je reviens à la prédiction d'hospitalisation. C'est qu'aujourd'hui, les hospitalisations, c'est 90 milliards d'euros. Il y a ce qu'on appelle les hospitalisations potentiellement évitables. Et qui existent, hein, c'est pas moi qui les invente ce terme, hein, ce vocable. Voilà. Ça veut dire que là, sur l'objectif sur lequel on travaille, sur l'article 51, sur le dossier qu'on est en train d'instruire, c'est, partons sur un objectif raisonnable, sur des patients polypathologiques de plus de 60 ans, qui est la norme aujourd'hui, avec des patients qui vont augmenter de plus en plus, sur un coût d'hospitalisation de 1500 2000 euros par jour. Si on réduit ne serait-ce que de 1% les hospitalisations, peut-être potentiellement beaucoup plus, hein, ça veut dire que vous faites 1% de 90 milliards d'euros. Donc c'est-à-dire que là, vous avez une économie pour le système, une amélioration des soins, une amélioration des gestions des hôpitaux et aussi du patient, parce que c'est pas, si vous pouvez être évité d'être hospitalisé, c'est quand même un vrai argument pour la qualité de soins. Donc au lieu de partir simplement, d'imaginer que forcément il y a dans une logique purement mercantiliste, ça veut dire que du profit, ben, évidemment il faut du profit parce que c'était privé, il fonctionne par du profit, mais rien que, et c'est ça le continent que nous offre aujourd'hui, quoi, que va nous permettre l'intelligence artificielle, c'est-à-dire de rationaliser les coûts et d'éviter le gaspillage, si vous me permettez ce vocable. Si je mettais l'avocat du diable, une économie c'est du profit.
Bien sûr, mais j'ai pas dit le contraire, mais je veux dire c'est du profit sur pas la création forcément de valeur ajoutée, mais déjà sur les économies générées au système. Enfin, on voit bien quand même qu'il y a une économie qui se développe autour de ça, parce que quand vous parliez par exemple de diversifier les bases en incluant de nouveaux sets de données, aujourd'hui il y a des sociétés dont la spécialité est de fabriquer à la demande des chercheurs et sur mesure des sets de données, et elles les vendent. Il y a une économie autour de tout ça, on ne peut pas le nier. Il va forcément avoir une économie. Je dis simplement, c'est qu'on peut aussi l'envisager dans un cercle vertueux. Voilà, c'est pas... Aussi, voilà, aussi. Et nous, c'est notre parti pris. Ça veut dire, voilà, en termes de santé publique, il y a un vrai cercle vertueux à créer, qui est justement de pouvoir rémunérer les efforts de chacun sur les économies faites au système, parce que l'intelligence artificielle va permettre l'amélioration du système. Et ce que je vous parle sur la santé, c'est exactement ce qu'on entend aussi sur, bon, la même, je parle pas... Même Mark Zuckerberg en a parlé, sur les améliorations que l'intelligence artificielle va fournir au niveau des machines-outils, etc. Et que ça va créer aussi de la valeur et qui devra être aussi redistribuée. Voilà, c'est ça les enjeux qui sont très prégnants sur le domaine de la santé, puis ça nous parle à tous, mais qui vont... C'est ça, en tout cas, qui introduit la révolution potentielle de l'intelligence artificielle. Si vous voulez intervenir, vous pouvez intervenir, vous levez la main, puis on vous donne la parole. Alors ça c'est bien, c'est super, c'est notre vision. Merci. Non mais c'est notre vision française, j'allais dire. Hélas, on n'est pas les seuls hein, dans la recherche, avec notamment le big data, l'intelligence artificielle. Je ne suis pas sûr que les Chinois, je ne suis pas sûr que les Américains aient une vision aussi vertueuse des choses. Et nous on a des comités d'éthique dans le pays, et puis en Europe on a la RGPD, enfin on a plein de choses. Il y a plein d'endroits du monde où c'est des enfers éthiques. Alors finalement, comment on va faire par rapport à tout ça? Allez-y. Vous achetez bio des fois, non? C'est moi qui pose des questions. Non, vous voyez, l'idée c'est ça. Oui, bien sûr, oui. C'est l'éthique de la donnée, comment elle a été générée, et si on est prêt à accepter tout. Alors, comment dire? Il y a une tentation qui est, s'il y a un outil qui peut m'aider à le faire, je le prends et puis voilà. Après, on peut se poser la question de la façon dont l'outil a été développé, sur quelle base éthique, et quel commerce et quelle idéologie derrière ça peut véhiculer. Très vieille question, hein. C'est Rabelais qui disait déjà en 1400 et quelques, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc on se la pose depuis toujours. C'est vraiment ça. Donc demain, évidemment que... évidemment, oui, il est certain que la Chine nous inondera de dispositifs utilisant l'intelligence artificielle à partir du moment où déjà ils recueillent toutes les données sur tout le monde. Je ne crois pas qu'ils demandent de consentement, effectivement. Vous êtes même capable de faire du rating sur votre voisin pour savoir s'il est bien dans l'idéologie du parti. On est loin de nos considérations. La question c'est de savoir si nous on est prêt à utiliser ces outils qui ont été développés sur cette philosophie-là. C'est pas du protectionnisme stupide, voilà, c'est juste une histoire de comment les poissons sont pêchés, est-ce que c'est en ratissant les fonds, ou est-ce que c'est de la pêche rationnelle, etc. Et sur ça, pardon, je rajoute, mais en termes de législation et d'Europe, il y a quand même une communauté de valeurs à l'échelle européenne sur ça, qui est déjà un marché, et sur la santé, et la santé est un sujet tellement sensible au niveau de la souveraineté nationale ou continentale, comme peut l'être la défense, qu'il y aura, et on le voit déjà en tout cas, des réglementations assez fortes sur ce domaine-là. Il ne faut pas en douter, quoi. Donc effectivement, bon, ça va être un combat, mais on est prêt. Oui, et juste pour compléter, l'État ne pourra pas tout réguler en amont quoi qu'il arrive, face au foisonnement de données, enfin au foisonnement d'usage, etc. Donc ce qui compte, ce qui est très important aussi, c'est ce que le rapport de la CNIL appelle le principe de vigilance. C'est-à-dire qu'à tout moment dans la chaîne, il faut qu'il y ait une vigilance qui s'installe. Quand on dit gouvernance, ça veut dire aussi comment on participe à cette vigilance. Et là-dessus, et en même temps, on parle du patient, acteur de sa santé, et de plus en plus, qui a vocation à être aussi acteur du système de santé, au fur et à mesure qu'on lui donnera les moyens d'agir, justement. Donc le patient, il est très partie prenante dans cette vigilance aussi. Ce que je veux dire, c'est que nous, évidemment, notre conviction, les valeurs qu'on partage en Occident, en France, et nous tous ici, je pense que c'est très important, l'éthique, le consentement, etc. Je pense que plus on va aller dans un développement des usages, plus aussi l'importance d'avoir ce que nous on appelle l'éthique by design, si j'ose dire. Je pense que
de plus en plus, cette valeur-là va être aussi reconnue, partagée, comprise. Voilà, aujourd'hui, on a l'impression qu'on est peut-être un peu seul au monde à défendre ça, mais je ne pense pas. Et je pense que plus le patient va être acteur, et c'est clairement, là pour le coup, un chemin qui se dessine de manière évidente, plus ces valeurs-là seront partagées. Donc je pense qu'on, par conviction, c'est important. Et demain, je pense qu'en plus, ce sera vraiment reconnu comme une valeur concurrentielle, je dirais, dans le paysage historique. Alors, un des gros enjeux, quelqu'un veut intervenir? Non? Bon, un des gros enjeux, c'est, on a parlé de consentement, de traçabilité. Un des gros enjeux aussi, c'est la protection des données. Et je pense que quand on est rassuré sur la protection des données, on est d'autant plus décontracté pour éventuellement les donner. Ces données, et notamment si elles servent à la recherche. Alors, quid, et là je me retourne vers le juriste, quid de la protection des données? Alors, c'est là, je vais faire juste un tout petit pas en arrière. On est dans une époque charnière et le juriste que je suis est limité aujourd'hui, à mon sens, parce qu'on est parti d'un système centré, on est parti sur le médecin, ensuite sur le patient, l'usager. L'usager fait son apparition il n'y a même pas 20 ans, avec le Kouchner. Ensuite, pour basculer la donnée de santé, elle doit maintenant servir à la protection, à l'anticipation de la santé publique. Et c'est là où le droit centré en France, en tout cas sur l'individu, peut trouver ses limites. En tout cas, moi, je n'ai pas d'exemple de violation de données médicales, pour donner le terme du code pénal, violation du secret professionnel et du secret médical, par l'utilisation inconsidérée d'une base de données par les Chinois, n'en parlent pas, mais en tout cas en Europe ou en France. J'ai pas de retour, on n'a pas de retour pour l'instant là-dessus. Moi, je peux avoir des exemples du vécu ou pas dans ma profession, dans le monde juridique, d'une violation de secret médical parce qu'il y a une faille dans le serveur d'une clinique avant qu'il y ait l'obligation d'agrément HDS, et non certificat de conformité hébergeur de données de santé. Il y a des exemples. Ça s'est fini au pénal, ça s'est plutôt mal fini pour le professionnel ou le chercheur. J'ai un exemple concret en recherche où un PEPH avait fait une demande il y a quelques années, je ne citerai pas de nom, je ne peux pas, bien entendu, mais avait fait une demande d'accès à un serveur au sein de son établissement de santé. Il n'avait pas eu de retour, en tout cas pas eu de retour suffisamment diligent de la part de la direction informatique. Et il s'était dit, bon, moi j'ai mes données, le praticien travaille en néonatologie, j'ai dit tiens, je vais faire les pages jaunes, c'est un peu dépassé, vous voyez. Page jaune, j'ai trouvé en Seine-Saint-Denis, j'invente, une société qui fait de l'hébergement, du stockage de données numériques. Vous allez comprendre la nuance. Ok, elle envoie toutes les données, il y avait 1500 dossiers en néonate. Pas de chance, il y a eu une faille de sécurité, ne me demandez pas pourquoi je ne suis que juriste. Et à un moment, la maman d'un petit qui était passé dans le service de néonatologie en question, tape son nom, je ne sais pas pour quelle raison, elle tombe sur tout le dossier médical de son fils. Sur Google ou votre moteur de recherche préféré. Donc là, bon, c'était assez compliqué à gérer pour la maman, j'imagine, une néonatologie, je suis pas mère, mais ça doit être assez lourd à porter psychologiquement. Plainte gendarmerie, etc. Je résume, donc ça a été vraiment plainte, procureur s'en décise ensuite pour violation du secret médical, et le praticien et l'établissement derrière ont été condamnés. Le praticien a été une suspension d'exercice avec sursis. Donc là, vraiment, pour vous donner un exemple concret, que c'est pas de la théorie, mais ça reste des exemples individuels, centrés sur la donnée de santé au niveau individualité. Les données collectées dans les bases de données, les millions, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, je ne sais pas, ou en Chine ou ailleurs, on n'a pas de retour là-dessus. Comment voulez-vous que moi, dont ma donnée a été anonymisée, donc je ne sais même pas où elle est partie, je ne sais même pas si j'ai consenti à ça parce que je signe, on clique toujours, ne serait-ce que sur Internet, on accepte les cookies du monde entier, donc après on s'étonne de recevoir des publicités. Donc c'est déjà nos données sont monnaie, nos données personnelles. Comment voulez-vous que je m'oppose à la réutilisation si, en plus, j'ai une annonce, un effet d'annonce sur vous ne voulez pas lutter contre vous voulez pas favoriser la lutte contre le cancer, etc., etc. Bien sûr que si, je pense au niveau humain. Mais c'est là où le juriste s'arrête et on passe plus dans l'éthique, dans la recherche, dans la prospective. On ne peut pas, moi je ne peux pas vous donner de jalons sur l'utilisation de ces données au-delà du cercle individuel. Après, on s'en remet à la NS, bien entendu, et aux régulateurs au sens large, pour encadrer, mais il ne faut pas freiner, il ne faut pas que le cadre juridique soit un frein. Jusqu'à présent, il était centré sur l'individu, il faut maintenant l'élargir, et c'est là toute la difficulté. L'Europe l'a fait avec le RGPD entrevu en 2018, ça a été quand même un gros signe avec, j'ai bien noté votre, en tout cas je ne sais pas si le patron de Microsoft qui l'avait sorti, j'ai bien noté le fait qu'avec l'entrée du RGPD en Europe, on n'a pas su éviter, je ne sais pas combien de centaines de milliers de décès, pourquoi pas, c'est la théorie, c'est peut-être un effet de manche. L'idée derrière me parle en tout cas. Mais au-delà de ça, à part le RGPD, en France,
ça vient, mais on est une génération charnière. On est sur l'individu et on n'arrive pas encore à être totalement... Rapidement, parce qu'on ne va pas faire tout sur le juridique, après je veux qu'on parle de la recherche. Mais là, juste pour contextualiser ce que vous dites, il y a un exemple qui est très intéressant qui se passe aujourd'hui, c'est tout ce qui est lié aux tests génétiques sur les origines, qui sont à la mode. Vous avez entendu parler, là, c'est même interdit en France, mais en tout cas... Qui pose des gros problèmes aux familles aux États-Unis. Qui pose de gros problèmes aux familles aux États-Unis, mais ce qui est intéressant, c'est qu'un des deux leaders, qui est la société 23andMe, collecte aussi des données, propose aussi de faire des données de tests sur la santé. Voilà. Et elle a recueilli des données génétiques d'importance, c'est des millions d'échantillons, et elle a publicisé, elle a revendu ces données à des laboratoires pharmaceutiques. Et ça n'a pas empêché les gens, en tout cas il y a très peu de gens, parce que la promesse de valeur c'était de dire ok, on a revendu, on est une société qui est profitable, mais en même temps il donne l'opportunité aux gens de retrouver de la famille ou de savoir quel est leur background généalogique, éthique, etc. Et la promesse est de dire ok, on a donné vos données, on les a revendus, c'est pas qu'on a donné, c'est-à-dire qu'on a fait du profit, on les a revendus je crois 350 millions d'euros, mais la promesse de valeur c'est derrière, ça va améliorer des traitements, on va pouvoir avoir des traitements médicalisés beaucoup plus fins et beaucoup plus personnalisés, sans que ça entraîne un mouvement de masse de refus de gens disant non, je ne m'étais pas engagé pour ça, je retire mes données. Ça veut dire que les gens acceptent le fait que la société qui leur a donné un service, qu'ils ont acheté, fasse aussi des bénéfices sur leur santé, parce que la promesse de valeur, c'est de se dire, peut-être grâce à ça, dans 10 ans, j'aurai un médicament qui pourra sauver la vie. Tout le problème est de dire, ils acceptent pour combien de temps, parce que à combien on va leur revendre le médicament qui leur sauve la vie derrière. Vous savez qu'aux États-Unis, enfin moi j'y vais très souvent, et aux États-Unis, il y a des gens qui tous les jours traversent la frontière pour aller acheter leur insuline au Mexique, parce qu'on ne peut plus se la payer à un prix décent aux États-Unis. Donc la monétisation, elle est vraiment au cœur du truc. Enfin, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors toutes ces données, je vous propose de cheminer un petit peu. On a beaucoup parlé des risques juridiques. Le thème, quand même, c'est données de santé, un levier pour la recherche et l'innovation. Donc je vous propose d'articuler à la fin du débat sur, d'abord, elles vont où, toutes ces données, et on va parler du Health Data Hub, vous allez me dire un petit peu ce que c'est. Et puis, une fois qu'on aura vu où elles vont, peut-être ce serait bien que vous nous donniez des exemples de ce qu'on peut en attendre, quels sont les espoirs, qu'est-ce qu'on va faire de ces milliards et de ces milliards de données. Alors on commence par, elles vont où ces données, et le Health Data Hub par exemple. Alors, elles vont dans un hébergeur de données de santé agréé. Et après, donc pour le Health Data Hub, moi je ne suis pas en Vous n'avez pas dit ce qu'il a dit là. Parce que Microsoft. Non, parce que justement c'est pas clair chez nous. Ah bon. Mais pour le Health Data Hub, je laisserai les personnes qui sont plus à même de parler du Health Data Hub en parler. Voilà, après ce qu'on essaie de. Enfin, ce qu'on met en place, c'est un canal sécurisé pour pas qu'il y ait de perte entre la transmission. Alors sur le projet Primège, j'en parlerai tout à l'heure. Ça vient du cabinet du médecin généraliste par un canal sécurisé vers un serveur agréé, hébergeur de données de santé. Je ne sais pas si c'était ça la question réellement. Si, vous voulez peut-être compléter, non? Alors oui, en faisant un pas de côté, parce que nous, la feuille de route, elle vise encore une fois à mettre en place toutes les conditions pour permettre le développement de services à grande échelle. Et une des finalités va permettre d'alimenter le Health Data Hub, une finalité en soi. Mais voilà. Alors le principe, et je m'étais arrêtée là justement, c'est en se fondant sur des principes communs, pouvoir développer des plateformes de services à destination des patients d'une part, c'est ce qu'on appelle dans la loi, depuis la loi qui a été promulguée cet été, l'espace numérique de santé, donc à destination des patients. Et puis par ailleurs, il y a une plateforme destinée aux professionnels de santé, qu'on appelle le bouquet de services. Et l'ensemble de ces plateformes vont permettre d'alimenter la plateforme données de santé, qu'on appelle couramment Health Data Hub, mais qui, depuis décembre, a été créé le GIP plateforme de données. Là où je veux en venir, c'est que l'idée, c'est bien de faciliter le développement de services, quelles que soient les initiatives. Ces plateformes, ce sont ce qu'on appelle des contenants, et tous les contenus sont les bienvenus du moment qu'ils respectent les principes communs d'interopérabilité, de sécurité, voilà. Donc, en ce sens-là, c'est un facilitateur. Cette vision-là commune, partagée, elle se veut facilitatrice de la multiplication des données qui vont permettre notamment d'alimenter la recherche et l'innovation.
Et puis après, si je parle encore de ce qu'on trouve dans la feuille de route, comme vous l'avez dit en introduction, il y a une orientation spécifiquement dédiée à l'innovation. Et dans ce cadre-là, il y a un lab santé qui est en train de se mettre en place pour faciliter le guichet. Alors, ce n'est pas le premier lab, mais celui-là, c'est vraiment fédérateur pour pouvoir apporter un service à l'ensemble de ceux qui veulent porter des initiatives. Donc, on est en train de le mettre en place pour qu'il soit complètement opérationnel à la fin de ce trimestre 2020. Une question sur la taille des bases de données. Si j'ai bien compris, dans Big Data, il y a Big et il y a Data. Donc Data, c'est les données, et puis Big, c'est Big. Et plus c'est Big, et mieux c'est renseigné, et plus c'est de qualité. Est-ce qu'on a, nous, la taille en France pour faire du Big Data, ou c'est du Small Data, ou c'est comment ça va se passer? Dites-moi tout. On a la taille et ça compte. Parce que ce qui est intéressant, c'est que la France est un système qui est très... Avec la Suède, mettons, c'est deux systèmes qui sont très avancés au niveau de... Même s'il est loin d'être parfait, on est quand même très en avance. Et ça, il faut s'en rendre compte par rapport au reste du monde, même. Hein. Bon, le Canada aussi, ça va un peu. Aux États-Unis, c'est très siloté. Et en Europe, j'étais en réunion l'année dernière avec le IT Santé, avec l'accélérateur des projets européens, etc. Je parlais un peu de la collecte des données de santé au niveau de nos confrères européens, même en Allemagne, en Autriche, un peu, peut-être, il y a un peu l'Angleterre et la Hollande qui sont à notre niveau, mais sinon le reste, ils sont quand même très en retard par rapport à notre vision et à notre école des choses. Il y a pas des Chinois. Alors les Chinois, ça je connais peu, mais en tout cas, sur le continent européen, c'est quand même un continent assez avancé aussi, au niveau d'une initiative comme l'ADAE, elle m'apparaît assez inédite. Elle est complètement inédite même. Nos homologues chinois sont venus nous chercher pour de l'expertise. Donc en termes d'avancement, à moins que ce soit juste stratégique pour d'autres raisons, on peut se poser la question de savoir quand même leur degré d'avancement, s'ils ont des outils à venir chercher chez nous. Et sur des villes, voilà. Donc il ne faut pas avoir de complexe par rapport à ça. Je veux dire, si, pour rester dans son angle stratégique, c'est que un continent comme l'Europe, ou un pays comme la France notamment, sur l'intelligence artificielle, dire qu'on va créer des licornes dans le B2C ou dans le e-commerce en termes d'intelligence artificielle, ça paraît compliqué, quoi. En tant qu'investisseur, je ne mettrai pas un euro. Par contre, il reste des thèmes comme la santé, la défense et l'environnement, qui sont trois axes quand même assez importants. Là, on a un savoir-faire, il y a une vision politique, il y a des énergies, il y a des compétences, il y a d'excellentes écoles d'ingénieurs. C'est pas pour rien que Google, Facebook, etc., outre les politiques fiscales très avantageuses sur la recherche et le développement, viennent sur zone chercher nos ingénieurs, alors que c'est pas du tout dans la culture américaine, parce que jusqu'à présent, les mecs vont aux États-Unis, ils ont compris que les mecs formés ici, ils voulaient rester vivre en France, donc c'est Google. Alors après, on leur accueille les bras ouverts, on dit c'est formidable, ça pose une autre question. Enfin, bref, voilà. Mais en tout cas, ils viennent chasser sur nos terres en direct. Vous vouliez compléter? Oui, parce que je suis complètement d'accord. On a toujours l'habitude de se flageller, alors que donc nous, on travaille pas mal sur des... C'est bien, ça fait avancer aussi de se challenger. Challenger, pas se flageller, mais se challenger. Oui, mais pas au point d'être découragé d'avance, parce que ce serait complètement hors de propos. Alors que quand on regarde, on travaille sur les programmes de construction européens d'infrastructures d'échange de données entre pays membres. Donc déjà l'Europe avance. Nous, au sein de l'Europe, le DMP, ok, il a eu sa courbe de déploiement, enfin pour N raisons, mais il a été conçu en 2004, c'était déjà très visionnaire, et le DMP, malgré tous les obstacles qu'il a croisés sur son chemin, il est toujours là, ça veut dire que c'était quand même une idée pertinente. L'interopérabilité... le Minitel, qu'est-ce que vous disiez? Non, mais j'ai dit c'était visionnaire comme le Minitel, après il ne faut pas que ce soit... C'est vrai. Ça évolue. Non, mais ce que je veux dire, on a été visionnaire en France, toujours. Le Minitel, c'est pas... C'était même... Bill Gates avait reconnu que c'était avant Internet, c'était quand même un pas. Après, on ne l'a pas concrétisé, et ce qu'il faut faire maintenant, c'est justement pas faire... Non, mais quoi, ça n'a pas remplacé, ça n'a pas... Voilà. On n'a pas transformé l'essai, mais là, il faut faire ce qu'on a fait avec la santé, être visionnaire avec le DMP, par contre, transformer l'essai ce coup-ci, quoi. C'est ça... Ouais, là, on est d'accord. Voilà. Comme ça. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et Alors, donc voilà, après les principes éthiques dont on a parlé, je pense qu'aujourd'hui ça pose vraiment
Ok, on met du temps aussi, on réfléchit pas mal, mais ça permet vraiment de poser les bases d'un développement durable, pour le coup, qui ne sera pas renversé à la moindre révolution des patients disant on nous a justement privé de nos droits. Et je pense que ça, c'est très important pour un vrai développement durable à grande échelle. Et enfin, pour compléter, aujourd'hui, on est à un moment aussi où, s'agissant de la qualité des données en vue de la recherche, en vue de l'innovation, il y a un sujet qui est très important qui est le travail sur les terminologies. Donc ça, c'est un travail qui se conduit à l'échelle européenne. On a toujours veillé à être compatible avec les standards internationaux. Et là, on est en train de mettre en place, à l'agence, sous l'égide du ministère, un centre de gestion des terminologies de santé pour permettre de mettre à disposition de l'ensemble de ceux qui en ont besoin des terminologies. Donc leur faciliter ce travail d'appropriation des terminologies qui sont fondamentales pour le développement de données cliniques. Alors justement, on va s'y intéresser. On a parlé donc beaucoup de juridique, maintenant on a parlé de l'anonymisation des serveurs, tout ça. Donc on va parler véritablement des bases de données au service de la recherche, hein, puisque c'est le sujet de la table ronde. C'est quoi les critères d'une bonne base de données? Allez. Ça dépend de l'objectif, puisqu'en fait toutes les... Est-ce que la taille c'est un critère? Non. Alors disons qu'en termes statistiques, plus vous avez d'informations, plus à un moment donné vous allez arriver à des résultats significatifs. Alors attention, parce que nos camarades de My Data Models qui sont ici, qui eux ont une solution qui travaille sur, qui arrive à faire du prédictif sur de la donnée, de la petite donnée. Et c'est là où ça peut être intéressant si travailler sur des résultats de petites données, notamment au niveau des spécialistes et de la médecine générale. Au niveau les deux sont, si les résultats sont prouvés, les deux peuvent être complémentaires. Comment vous faites? Vous générez de la donnée à partir de la donnée, comme le GAN, c'est ça? Ou comment ça se passe, le prédictif à partir de la petite donnée? Allez-y, on va vous donner un micro. Merci. En fait, on a développé un algorithme qui est spécialisé dans le small data. Donc ça s'appuie sur des algorithmes génétiques, mais c'est complémentaire à l'approche qu'a Félix, qui lui part sur du big data pour avoir... en fait, c'est un entonnoir derrière. Mais notre technologie s'appuie sur un algorithme qui est spécialisé sur du small data. Ce qui veut dire que tout ce qui est recherche, aujourd'hui, on a des clients comme les CHU de Nice ou CHU Nancy ou les plus gros organismes CNRS, eux souvent ils ont des problématiques plus small data. Donc ça va aussi adresser, on est sur des démarches complémentaires, hein, mais aussi sur du small data. Ok, donc big data, small data complémentaires, et une base de données n'a pas besoin forcément d'être big pour être exploitable. Alors deuxième critère d'une bonne base de données, qu'est-ce que c'est? On dit garbage in, garbage out, c'est-à-dire que si la qualité des données rentrée, alors on va dire que c'est un principe de base. Si la donnée qui est rentrée n'est pas claire, en tout cas clairement définie, Si elle n'est pas bien renseignée, c'est ça? si Et validée derrière. Voilà, ouais, on va dire ça comme ça. Non, on peut dire ça autrement, je vous dis. Non, disons que c'est peu exploitable. Maintenant, on ne va pas révéler tous nos secrets technologiques, mais si on enrichit, enfin, si on a une donnée qui peut ne pas être suffisamment claire pour être exploitée, il y a de nouvelles technologies qui permettent d'enrichir le concept auquel fait référence cette donnée-là, pour arriver à la préciser. Et donc, du coup, sur des données qui peuvent paraître floues à l'entrée, avec un traitement, on peut les améliorer. Et c'est fiable. De la même manière, souvent on dit que c'est difficile de travailler sur du texte libre quand on fait de la base de données tout court. Si vous avez des bibliothèques qui font référence à des usages de termes classiques et qui regroupent tous vers une donnée standard, vous pouvez aussi traiter une donnée qui n'était pas standard, standardisée. Donc il y a des outils qui permettent de faire en sorte que des bases de données de mauvaise qualité qui nécessitaient un nettoyage, un traitement humain auparavant, avec la puissance de calcul qu'on a maintenant, peuvent être améliorées. Donc au final, pour répondre à votre question, a priori, on peut être en capacité maintenant d'utiliser tous les matériaux avec des résultats qui sont quand même variables. Mais
Si je reprends par exemple ce qu'on a fait sur les prédictions d'hospitalisation, on arrive à des sensibilités, spécificités qui sont aux alentours de 90%, qui sont parfois des meilleurs résultats que des résultats de tests biologiques. Donc c'est quand même pas si mal que ça. Sur de la donnée, quand on parle avec certains interlocuteurs, il n'y a pas suffisamment de la donnée standardisée à la base. Mais, j'ajoute que c'est des résultats qui ont été publiés et on a été sélectionné à une conférence internationale de rang A, le SWC, sur lequel on les a présentés en juin dernier. Quoi. Donc c'est pas de la tech bullshit. Quoi. Voilà, j'y tiens parce qu'il y en a dans l'IA, il y en a beaucoup. Quoi. Alors j'ai entendu dire, données, pas forcément de grosses données, des données validées, renseignées, mais qu'on peut enrichir avec vos petits secrets algorithmiques. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme qualité à une base de données? J'ai envie de vous poser la question de l'interchange comment je vais dire ça? Est-ce que, par exemple, d'un pays à l'autre, des données qui sont finalement avec des ethnies différentes sont exploitables? Est-ce que c'est relevant, comme diraient les Anglais, ou est-ce que on ne peut pas mixer ce genre de truc, ou ça donnerait des biais qui arriveraient à des mauvais résultats? C'est très intéressant votre question, c'est pour ça aussi. C'est gentil. Mais non, parce que personne ne dit jamais. C'est pour ça que on a confiance dans ce qu'on fait. Pourquoi? Parce que c'est très important, justement, ces données-là, notamment textuelles. C'est qu'aujourd'hui, pour revenir à l'imagerie dont on parlait tout à l'heure, si vous analysez une tumeur, vous soyez aux États-Unis, en Inde, en Afrique, etc., vous avez un cancer du poumon, vous avez un cancer du poumon, ça se voit à l'imagerie. Voilà. Donc demain, si Google met des milliards sur le deep learning, même si il y a des startups très prometteuses, notamment en France, sur la détection de cancer, ils peuvent tuer le marché. Par contre, sur ce qu'on fait nous, c'est-à-dire sur la prédiction d'hospitalisation à partir de comptes rendus médicaux, et ben, ça diverge complètement. Le facteur géographique est extrêmement important, parce que le bassin de population qu'on va retrouver à Nice ne va pas être le même que celui-là qu'on va retrouver en Bretagne. Des facteurs comme l'alimentation, l'environnement n'ont rien à voir à Chicago qu'à Mumbai. Voilà. Et c'est là où il va y avoir une finesse incroyable qu'on peut faire grâce à la sémantique. Et justement, c'est là où, si on a un même vecteur de collecte de données, un même modèle sur lequel on est en avance, les Chinois sont venus nous chercher, mais aussi lundi, on a les Canadiens via l'ambassade qui viennent nous voir, alors que le Canada, tout le monde dit c'est le top du top de l'IA, et c'est vrai en termes techno. Mais sur l'approche, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a la technologie, d'accord, c'est important, mais il y a aussi l'approche et la vision de ce qu'on fait. Et ça, la France a un rôle à jouer et elle occupe déjà une place. Je vous posais la question à dessein, c'est parce que ça veut dire que même des très grosses bases de données chinoises, qui ont été constituées très rapidement parce qu'ils n'ont pas de problème de consentement, des choses comme ça, sur certains points ne pourront pas concurrencer des bases avec une finesse territoriale. C'est ça ce que vous nous dites. Bien, tous ces paramètres-là, c'est pour ça que je vous parlais de l'importance de compléter la donnée avec du small data ou de l'environnemental, etc. Parce que vous pouvez autant une tumeur, qu'elle soit chinoise ou française, vous pouvez la reconnaître, autant peut-être sur le diabète ou sur le cancer, parce que le cancer et toutes les causes que ça peut représenter, et ben c'est pour ça, voilà, je veux dire, c'est complètement un algorithme qui aura fonctionné en Chine sur la détection du cancer. Je donne ma main à couper, qui ne sera pratiquement pas efficace. Bref, peut-être pas en entier, quoi, le donne en doigt. Mais en tout cas, voilà, il y aura des nuances qui sont très importantes au niveau aussi. Après, juste sur ce que n'oubliez pas que si vous voulez réagir, hein, vous pouvez poser des questions. Hein. Ce que vous disiez sur il y avait un aspect reproductibilité des données éventuelles d'un pays à l'autre. Alors, c'est quand même très intéressant de pouvoir comparer les données d'un pays à l'autre. Et donc, je salue vraiment l'initiative. On dit toujours ASIC, du coup, oui, toujours ASIC. ANS, pardon. De l'ANS de mettre en place un serveur terminologique dans l'idée à disposition justement de tous ceux qui en ont besoin. En l'occurrence, nous, on utilise la classification internationale des soins primaires qui a été justement une terminologie adoptée par l'ANS, qui nous a permis de faire des comparatifs en termes épidémiologiques entre la France et d'autres pays, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Parce que derrière ces histoires d'acquisition de terminologie et de standardisation, il y a certes l'histoire de la base de données, c'est une chose, mais il y a aussi l'histoire de l'alignement du vocabulaire entre professionnels de santé. Vous dites, je vais prendre un truc tout bête, vous dites rhinopharyngite à une infirmière et vous parlez de ça à un médecin,
ils ne vont pas forcément avoir les mêmes critères pour définir cette entité-là chez un patient. Donc quand on choisit une terminologie de façon officielle, on peut déjà l'enseigner en cursus de formation initiale et continue. Donc ça permet d'améliorer le parcours de soins en réalité, parce qu'on utilise les mêmes vocables. Donc ça a des implications sur... Je pense savoir de quoi on parle. Oui, mais ça a des applications complètement... Vous savez, en médecine en particulier, il y a vraiment des histoires d'école, de là où vous êtes formé, de réflexes cliniques, d'attitudes thérapeutiques qui sont liées à un bassin, alors à tort ou à raison, hein, mais qui sont liées aux gens qui vous ont formé. Et à un moment donné, quand on est sur des échanges de données de ce type-là, on ne peut plus rester sur ces standards-là. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire sur les terminologies. Alors, je ne pense pas qu'en Chine ils l'utilisent, je ne crois pas pour l'instant, mais en tout cas, c'est une classification qui est reconnue par l'OMS, on s'en saisir, et on pourrait échanger avec eux, ce serait très bien. Mais au-delà de ce que vous posiez comme question sur la bonne base de données, je reviens sur l'objectif, et mon expérience quand même, c'est que en France, on est en train d'arriver à ça, mais c'est quand même pas encore, on va dire, le plus fréquent, d'avoir des équipes qui se forment en même temps de techniciens et de praticiens de terrain et de décisionnaires et d'institutionnels. On a besoin d'avoir cette intelligence collective pour mener les projets à bien. Les médecins seuls sont incapables de faire du big data ou de l'intelligence artificielle, c'est vraiment pas leur truc. Et de la même manière, on a des gens qui sont formés dans des instituts mathématiques et qui sont en demande de données. Je veux dire, quand j'ai travaillé avec les informaticiens, eux, leur délire, c'était d'arriver à un algorithme. Et puis, la finalité, même s'ils étaient très contents que ça puisse servir, c'était pas ça, quoi. Pour l'objectif de la publication, c'était plutôt de savoir qu'au niveau technique, ça fonctionnait. Mais si on arrive à donner du sens pour eux aussi, c'est un moteur. Pour nous, c'est des outils qu'on n'avait pas jusque-là et qui sont maintenant nécessaires avec la complexité des patients à prendre en charge. Donc, derrière la base de données, il y a l'équipe qui va être en gestion des projets derrière et de la façon dont on va enrichir cette base de données et de l'aspect qu'on va leur donner, de nouveaux éléments qu'on va recueillir. Et ça se construit aussi avec tout le monde, en fait. Donc, une question qu'on entend souvent, puis après je vais vous poser la dernière question, qu'est-ce qu'on peut attendre finalement de tout ça, parce que c'est ça la finalité. Une question qu'on entend souvent, c'est que quand on parle de machine learning, de deep learning, alors deep learning c'est encore plus angoissant que machine learning, parce qu'il y a le côté deep, on ne sait pas trop ce qui se passe. Mais quand on parle de machine learning, on se dit, bon ben voilà, on a posé un algorithme au départ, et puis la machine elle va apprendre, et puis à la fin, est-ce que tout ça, on va réussir à continuer à comprendre l'évolution de l'algorithme? Alors est-ce que c'est des fantasmes? Est-ce que c'est des réalités? Alors dites-nous techniquement, dites-nous ce qui est vrai, pas vrai. Déjà, principalement, on parle d'apprentissage supervisé. Voilà. Donc ça c'est le premier mot accord, ça veut dire que c'est... Alors on va dire ce que c'est l'apprentissage supervisé. L'apprentissage supervisé, ça veut dire qu'il y a un homme qui va donner des facteurs, qui va comparer les résultats, qui va donner des règles à la machine. Voilà. Et la machine va apprendre au niveau de ces règles-là. Parce qu'on parle d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ça implique d'une certaine forme, manière, la conscience. Voilà. Je veux dire, aujourd'hui, j'extrapole un peu, mais personne n'est d'accord sur même ce que fait la conscience humaine. Où est-ce qu'elle est, est-ce qu'elle existe, elle existe. Donc alors on est quand même très loin de la conscience de la machine, quoi. Et on est encore très 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 loin. Donc il ne faut pas avoir peur de ça. Il y a beaucoup de fantasmes, toutes les nouveautés, etc. Aujourd'hui on est sur l'apprentissage. On sait en général, on sait où on veut aller. Et on supervise la machine et on attend des résultats. Et après, il y a un phénomène qui est très intéressant, qui fait toute la magie, parce qu'il reste quand même un peu de magie aussi de la science artificielle, c'est ce qu'on appelle la sérendipité, qui existe depuis tout le temps. Ça veut dire qu'on va trouver des choses qu'on n'attendait pas forcément. Voilà. Et c'est ça qui fait l'intérêt des potentialités qui s'ouvrent avec l'intelligence artificielle. Alors par rapport à l'apprentissage supervisé, pour qu'on soit complet, un mot des nouvelles techniques de GAN, je crois que ça s'appelle, avec les deux systèmes antagonistes, un qui dit t'as raison, un qui dit t'as tort, pour apprendre à la machine. Non, c'est pas les réseaux de neurones, c'est... bon. Vous regarderez bien. Je reviens juste sur l'histoire, sur l'apprentissage supervisé, et je refais un focus sur notre psychose chinoise. Tout à l'heure, on parlait de l'éthique des données pour les produits qui seront faits par la Chine, mais le fait que ce soit un apprentissage supervisé avec un humain derrière qui dit ça c'est juste, ça c'est faux, ça induit des biais cognitifs qui font que dans un système de valeurs, l'algorithme sera juste, et dans un autre système de valeurs, l'algorithme sera faux. Donc typiquement, sur tout ce qui est conduite et intelligence artificielle sur les voitures autonomes, selon votre système de valeurs, le logiciel qui va gérer ça
Là, il va agir de façon en cohérence avec l'environnement local ou à contrario. C'est vrai que les biais cognitifs, alors au CES, là, je parlais du CES tout à l'heure, puisque j'y étais il y a quelques jours, il y avait justement pourtant les Américains, c'est pas le genre à faire des conférences philosophiques sur le truc, mais il y avait une conférence sur le biais cognitif, et notamment sur la conduite autonome, avec la représentation homme-femme, et d'un continent à l'autre de la circulation, et en fonction de qui codait l'algorithme, effectivement, ça ne donnait pas du tout les mêmes résultats. Donc c'est effectivement le biais cognitif, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, vous avez raison de l'amener dans la conversation, c'est super important. Super important. Alors, au final, est-ce qu'il y a des réactions, est-ce qu'il y a des questions? Non, toujours pas. C'est la digestion. Ça s'appelle la digestion, c'est un phénomène tout à fait naturel. Ça va se passer, vous inquiétez pas. Bon, tout ça, ça va nous amener quoi? Qu'est-ce qu'on peut attendre de tout ça? Pas tout déflorer, sinon j'ai rien à dire dans mon atelier après. Non, l'idée, enfin en tout cas, de mon point de vue, je parle que sur la médecine générale. Je vous donne deux éléments de contexte qui font que c'est pas qu'est-ce que ça va nous amener, c'est surtout à quoi ça va nous aider à poursuivre notre métier. Parce qu'actuellement, on n'est pas en capacité réelle de pouvoir faire correctement notre travail. Il y a une transition épidémiologique, on est passé de maladies aiguës à des maladies chroniques. Typiquement, le VIH, dans les années 80, on mourait en 15 jours. Maintenant, c'est devenu une maladie chronique avec une espérance de vie avec juste 5 ou 10 ans de moins maximum par rapport à quelqu'un qui n'en est pas atteint. Le cancer, pareil, c'est une maladie chronique. Le diabète, avant, on mourait d'une hypoglycémie. Donc, vous voyez, on a changé de modèle. À 50 ans, la norme, c'est d'avoir au moins 2 maladies chroniques. C'est une norme. C'est pas une exception, c'est une norme. On a des recommandations qui sont élaborées par maladie. Donc à 50 ans, je vous ai dit 2 maladies chroniques, vous augmentez en âge, vous rajoutez des maladies chroniques, vous rajoutez donc des recommandations appliquées pour chaque patient. On sait que c'est Angela Coulthard qui disait qu'un patient est en capacité de fournir plus de 6000 heures de soins pour lui-même en un an, ce qui commence à être complètement délirant. Par mois, si on doit suivre les recommandations en les additionnant, on est à plus de 30 heures de soins par semaine pour un patient, ce qui demande aussi beaucoup trop d'efforts. Donc il y a un effort de hiérarchisation. Le médecin, même s'il a une tête très très bien faite en sortant de la faculté, à un moment donné, il est obligé de prendre des décisions pour le patient qu'il a en face de lui. Le problème, c'est que nos études, elles sont basées sur des patients hyper sélectionnés, pour lesquels on a besoin de ressortir des résultats positifs, que ce soit pour l'industrie ou pour des chercheurs, pour sortir des papiers, pour être nommés, etc. Donc on a des biais par rapport à toutes ces études. On a besoin de données en vie réelle. Mais on ne peut pas conduire des essais sur des patients du quotidien qui sont aussi complexes que ça, parce que sinon on n'en sortirait rien. Donc utiliser des bases de données en vie réelle et les exploiter à l'aide d'algorithmes, c'est ce qui nous aidera à réfléchir au mieux pour nos patients, pour prendre des décisions pour eux. J'entends par là qu'un patient qui a 5 maladies chroniques, pour lesquelles il a tous les médicaments qu'il faut, on sait qu'au-delà de 3 médicaments prescrits de façon simultanée, on ne sait plus ce qui se passe en termes de pharmacodynamique. Donc si vous prenez tout un panel de patients qui ont eu les on va dire 6 médicaments qui sont recommandés, et que vous voyez comment ça se passe, vous êtes en capacité aussi d'anticiper des choses par rapport au profil individuel. Donc ça c'est une première chose. Donc on est en capacité de proposer des thérapies adaptées au profil du patient. Je crois qu'il y a déjà dans l'assistance des gens qui s'intéressent à ça. On est en capacité aussi donc de faire de la prédiction, c'est-à-dire, là c'est pas juste de dire vous avez 90% de chance d'être hospitalisé à 2 ans, mais c'est qu'est-ce qui pèse le plus dans le risque d'hospitalisation, c'est-à-dire pouvoir hiérarchiser un profil, un projet de santé pour un patient. Donc c'est tous ces outils-là à quoi ça nous ouvre des portes en fait. Sans ça, en fait, on n'est juste pas capable. Donc on a basculé dans un autre monde, celui des maladies chroniques et de la complexité. On se rend compte que le monde n'est pas blanc et noir, ça n'existe pas ça. Et donc on a besoin d'aide supplémentaire pour aller vers ce qu'on appelle nous et ce qu'on essaie de prôner, le médecin généraliste augmenté. Un peu comme la réalité virtuelle qui vous affiche des informations complémentaires à la réalité, mais qui vous permettent de décider d'une meilleure façon. Là c'est pareil pour le soin. Alors on va faire un petit tour de table parce que je vous rappelle qu'à 16h vous avez un atelier qui s'appelle l'atelier Primège, et 16h c'est dans 2 minutes. Quelques mots de conclusion à chacun. Oui, alors en 2 minutes, donc, on voit, il y a
hyper optimiste, hein. Il y a un champ du possible qui est immense. Après, on a vu ce matin aussi qu'on n'est pas encore toujours capable d'envoyer par message sécurisé une lettre de liaison qui a encore du chemin à parcourir. Voilà, donc où on va, je pense que c'est plein de bénéfices et c'est hyper enthousiasmant. Après, il y a du pas à pas, et donc comment on y va, je vous invite à aller sur santé.gouv.fr parce qu'il y a toute une plateforme de concertation où on publie ce qu'on appelle la doctrine technique, hein, donc pour ceux qui veulent aller plus loin dans la technique, comment on voit les choses en termes d'interopérabilité, de sécurité, télémédecine, etc. Et tous les documents sont soumis pour concertation. Et les résultats de la concertation permettront d'enrichir la feuille de route pour voir comment ensuite elle évolue pour qu'on aille tous dans le même sens. J'en ai déjà dit. Hein. Rien à ajouter, présente ta vie. Rien à ajouter. Rapidement, je rejoins tout à fait ce qui a été dit à l'instant. Et sur ma partie purement juridique, il ne faut pas que le droit, la norme juridique soit un frein. Jusqu'à présent, on a été, au niveau de l'individu, je me répète, on a abordé les choses. Maintenant, on est pas dans l'expectative, parce que ça serait trop large, trop flou. Il faut que le droit suive. Il ne faut pas que le droit devance, parce que là, je ne sais pas, on est dans la santé, on est dans le bien-être, on est dans l'espérance de vie allongée. Il ne faut pas que le droit vienne mettre des jalons trop stricts. C'est plus binaire, on n'est plus dans un monde binaire. Donc il faut trouver une ligne de vie, entre guillemets, et que le droit vienne petit à petit poser des bases, ou poser un petit muret ça et là, simplement pour ne pas freiner la recherche et l'innovation. Malgré tout, on rappelle qu'il y a des précautions à prendre et que les risques pénals le risque pénal est bien réel. On va finir sur cette note négative, parce que le pénal, oui, pour donner une petite... c'est vraiment le bout de la file, le bout de la flotte. Et non, faites vraiment attention au recueil de consentement et à la traçabilité. Vous avez les outils numériques aujourd'hui pour tracer l'information. Ces outils sont censés vous faciliter la vie. C'est pas toujours marrant, parce que vous avez parfois l'impression qu'ils prennent un petit peu le dessus sur votre pratique médicale quotidienne ou soignante. Mais voilà, c'est moi, en tout cas, je fais un peu le vieux petit canard. Au final, si vous ne tracez pas, les risques sont trop grands pour vous. Voilà, on va rappeler 2-3 idées phares de la santé, puis après on va vous donner rendez-vous à 16h pour l'atelier Primège pour ceux qui veulent en savoir plus. Merci Félix Koudelka, merci Pascal Sauvage, David Darmon et Renaud Delobier.